Le webinaire d'aujourd'hui, il est centré autour du BOSS. Donc BOSS, c'est l'acronyme pour Building Operating System. Et donc l'objectif, c'est bien de mieux expliquer ce qu'est le BOSS. Ce webinaire, on le fait principalement parce que, pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que on nous a énormément demandé ces derniers temps, ces 3-4 derniers mois, concrètement, d'expliquer ce qu'était le Building Operating System. Surtout dans un cadre où nous, depuis 3 ans, un peu plus de 3 ans maintenant, on a mis ce terme-là sur le marché avec une idée en tête qui était que le Building Operating System était le cœur du système d'information du bâtiment digital. Et on voit que depuis plusieurs entreprises se sont positionnées sur le BOSS, mais finalement, on ne fait pas tous le même métier et tous la même chose. Et souvent, on nous met en concurrence vis-à-vis d'entreprises ou vis-à-vis d'autres concepts de Building Operating System, alors que nous, on les voit plutôt comme des compléments à ce qu'on fait. Voilà, et on n'a pas l'impression de faire exactement la même chose. Donc l'objectif, c'était de cadrer ce que nous, on envisage, ce que nous, on veut définir comme BOSS, quelles doivent être ses compétences et comment il se positionne vis-à-vis d'autres plateformes qui peuvent être soit des middleware GTB, soit des plateformes cloud, des services cloud, soit d'autre part des hyperviseurs 3D. Je vous propose aujourd'hui d'organiser la présentation de la manière suivante. Donc d'abord, je vais vous faire une brève présentation de Spinalcom et de moi-même. Je vais vous donner les objectifs du webinaire. Je viens de vous les décrire ici, mais on va les préciser sur des slides. Ensuite, on va se concentrer sur pourquoi est-ce qu'on doit mettre en place un système d'information spécifique dans le bâtiment et pourquoi ce système d'information, c'est pertinent qu'il soit basé sur ce qu'on appelle le jumeau numérique. Ensuite, on va voir quel est le positionnement du BOSS dans ce système d'information. Donc, le BOSS, c'est le cœur de ce système d'information. C'est l'une des briques qui permet de composer ce système d'information. Et puis, on aura une discussion principalement autour de ça et puis de ce qu'est-ce que le BOSS permet de réaliser. Avant de laisser la main donc à Édouard Rigaud de EDF DSIT, donc c'est la direction de services informatiques techniques chez EDF, et puis de conclure et de répondre à vos questions. Commençons d'abord par une présentation de Spinalcom et de moi-même. Donc, je m'appelle Jérémy Bellec, moi je suis président de Spinalcom. J'ai une autre activité à côté qui est formateur à l'exécutive éducation de l'école polytechnique. Et historiquement, j'ai un passé, donc un doctorat en dynamique de structure à l'école normale supérieure de Cachan, de Saclay maintenant. Et j'ai passé les 10-15 dernières années à travailler sur des thématiques de jumeaux numériques dynamiques et donc de systèmes d'information qui permettaient de coupler en temps réel des données qui venaient d'objets connectés avec de la modélisation 3D, avec des systèmes d'analyse ou de simulation, voilà, et à travailler pour développer des plateformes là-dessus. Et aujourd'hui, le cœur de métier de Spinalcom, c'est justement de proposer ces plateformes à travers dans le monde du bâtiment et du bâtiment digital, à travers tout ce qui est outils de data management, donc c'est ce qu'on appelle le BOSS, le Building Operating System, et puis une gamme d'applications qu'on développe et qu'on déploie au-dessus, autour de l'asset performance management et de l'exploitation maintenance, en gros, toute une suite applicative qu'on pourrait appeler suite BIM, gestion, exploitation, maintenance. Voilà. Donc, je ne vais pas passer beaucoup plus de temps sur ces sujets-là et on va rentrer directement dans le vif du sujet, donc l'objectif de ce webinaire aujourd'hui. Donc moi, mes objectifs aujourd'hui, on va dire j'en ai deux principaux. Le premier, c'est vous expliquer concrètement ce qu'est le BOSS et définir ce qu'est le BOSS. Et pour nous, le BOSS, c'est le cœur d'un nouveau système d'information qui n'existe pas aujourd'hui dans le bâtiment, qui est le système d'information, le SI bâtimentaire. Et donc le BOSS, c'est le cœur de ce système-là. C'est un système qui gère le jumeau numérique et qui orchestre les relations avec les autres systèmes qui sont utilisés dans le bâtiment. Donc si vous regardez sur cette présentation, vous avez la GTB, vous avez les Building Information Model, donc la maquette BIM, vous avez des systèmes de gestion électronique de documents, la GMAO, des systèmes d'analyse, des viewers, d'autres systèmes de gestion patrimoniale, etc. Vous avez pas mal de systèmes d'exploitation qui existent dans le bâtiment, mais vous avez à aucun moment un système qui vous donne une vision 360 degrés, une vision globale et cohérente de l'ensemble du bâtiment. Et donc, ce qu'on dit, nous, c'est que finalement, il va falloir apporter un nouveau système d'information pour mettre tout ça en cohérence, qui s'appelle le système d'information bâtimentaire, et que le BOSS, finalement, c'est le cœur de ce système d'information.
Je reviendrai dessus dans les slides suivants. Et deuxième chose, une fois qu'on a défini ce qu'était le boss, c'est essayer de vous apporter quelles doivent être ses compétences. Donc là, dans ce slide, je vous ai apporté finalement des briques qui correspondent aux compétences de base de ce que nous, on appelle un boss. Donc déjà, compétences de cœur de système d'information bâtimentaire, qui est capable d'offrir un déploiement maîtrisé, c'est-à-dire un déploiement potentiellement local dans le bâtiment, en fog ou en edge computing, que grâce à ce boss et à système d'information bâtimentaire, nos clients restent propriétaires de leurs données. On n'est pas simplement sur une plateforme cloud dans laquelle vous nous envoyez les données et puis on essaie de vous les restituer de manière traitée et de vous revendre des données qui vous appartiennent déjà finalement. C'est vraiment un système qui appartient au client, dans lequel les données appartiennent au client, qui peut être la maîtrise d'ouvrage, qui peut être l'occupant du bâtiment, et qui va venir mutualiser et structurer l'ensemble des données des différents systèmes du bâtiment. Il est centré autour de ce qu'on appelle le jumeau numérique, on reviendra dessus, donc c'est vraiment une représentation globale 360 et à jour du bâtiment. Ça veut dire qu'il est capable de gérer des données très très hétérogènes, voilà, qu'il est garant du référentiel unique, que c'est une plateforme, ce qu'on appelle AEP, plateforme d'application enablement. On définira ce que c'est, donc ça veut dire que c'est une plateforme qui met en œuvre ce qu'on appelle les API et surtout un SDK, Software Development Kit, et puis que c'est une plateforme d'orchestration applicative qui est capable de gérer des événements et d'agir sur les systèmes terrain. Alors ça, ce sont des compétences techniques. L'objectif aujourd'hui, ça va être deux choses. Ça va être de reprendre toutes ces compétences et une fois qu'on a fait comprendre finalement ce qu'est le boss, d'arriver à vous fournir ce tableau-là, qui est un tableau comparatif où on a mis finalement l'ensemble, on a regroupé l'ensemble des compétences qu'on voit, nous, dans un boss, que doit fournir le boss. On les a détaillées aussi un petit peu en mettant des lignes. Est-ce que la plateforme en face propose ça? Et donc, on fait une comparaison entre le boss et d'autres typologies de systèmes d'information avec lesquels souvent on nous demande des comparaisons. Donc, c'est soit des systèmes d'information ou des solutions de viewer BIM ou d'hyperviseur BIM, voilà, qui sont plutôt pour nous des services qui fonctionnent au-dessus du boss, soit des comparaisons avec des services cloud, des gens qui ont des plateformes, un peu des IWMS dans le cloud et qui se positionnent en tant que boss. Mais pour nous, c'est pareil, ce sont des compléments, ce sont vraiment des offres complémentaires avec ce que peut proposer un boss, mais c'est pas tout à fait un boss, c'est même pas du tout un boss. Et aussi le plus souvent avec ce qu'on appelle nous des middleware GTB, c'est-à-dire des plateformes qui vont vraiment structurer l'ensemble des informations de la GTB, mais même de tout ce qui ressemble énormément à la GTB en termes de structure de données, en termes d'architecture de données. Donc ça peut être le système de sécurité incendie, ça peut être le contrôle d'accès, etc. Donc tous ces middleware qui vont venir vraiment orchestrer ces données GTB mais qui pour nous ne sont pas un boss parce qu'ils ne sont pas constitutifs d'un système d'information bâtimentaire. Voilà. Et donc on va voir la différence. Donc, concrètement, moi ce que j'aimerais bien aujourd'hui, après ce webinaire, c'est que vous ressortiez en ayant compris pourquoi est-ce qu'on vous propose ces différents critères finalement, ces différentes compétences du boss, et pourquoi on compare finalement le boss ou comment on peut définir le boss par rapport à ces typologies de plateformes, ces autres typologies de plateformes. Alors d'abord, pour faire comprendre les différents critères ou les différentes compétences, on va essayer de les traduire en quelque chose de très concret. Alors traduire en quelque chose de très concret, ça va être faire la présentation d'un autre tableau. Donc là, je vais repris tous les critères et je vous ai dit à côté, on a essayé de lister à côté. Par exemple, quand j'ai une application enablement platform et puis que j'ai un SDK, donc un Software Development Kit, qu'est-ce que je peux faire si je n'ai pas de software development? Qu'est-ce que je peux faire si j'ai un software development kit? Qu'est-ce que je ne peux pas faire si je n'en ai pas? Donc, je ne vais pas tout lister. Ce tableau, vous l'avez. Vous pouvez prendre des images. De toute façon, vous aurez le replay du webinaire après. Mais l'objectif, moi, c'est peut-être d'insister sur 3 ou 4 critères ici et de bien expliquer ce que ça permet de faire ou non. Donc, la première chose, sur le côté application enablement platform. On voit beaucoup de plateformes aujourd'hui qui ont des API, de plus en plus. Alors, c'est très intéressant.
et qui propose des architectures microservices, mais qui ne propose pas de SDK. Or, pour nous, le BOSS, c'est une application enablement platform, et donc de ce point de vue-là, ça propose un SDK obligatoirement. Un SDK, c'est quoi? C'est un software development kit. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec? Quand on a un SDK, par exemple, on peut développer des nouvelles applications très riches qui fonctionnent au-dessus du BOSS qu'on n'avait pas prévu à la base. Ça veut dire qu'on peut développer à partir d'un SDK un nouveau modèle de données, voilà, qu'on n'avait pas prévu à la base, et utiliser ce nouveau modèle de données pour venir le coupler avec d'autres modèles de données, et puis l'utiliser dans une nouvelle application. Là où une API, c'est différent. Là, une API, le modèle de données est déjà défini, et on vous donne juste un accès à comment venir récupérer, accéder ou modifier une donnée, mais pas définir un nouveau modèle de données. Donc vous voyez que de ce point de vue-là, un SDK permet par exemple de construire des nouvelles API. Donc si vous avez un SDK, vous pouvez enrichir votre système, le faire évoluer, construire des nouvelles API, construire des nouvelles applications. Si vous n'en avez pas, vous êtes plutôt sur un système figé qui vous propose des API, qui vous propose d'échanger des données, mais sur lequel le système lui-même ne peut pas évoluer. Voilà, donc si vous n'avez pas de SDK, vous ne pouvez pas créer des nouvelles données, des nouveaux types de données et des nouvelles API. Deuxième chose, on vous dit que le BOSS, ça gère un jumeau numérique. Un jumeau numérique, pour nous, quand on précise ce qu'est un jumeau numérique, je vous ai mis finalement qu'il y a un graphe sémantique, des objets BIM, des modélisations GTB, etc. Je vous ai mis un ensemble de modèles de données différents. Pourquoi? Parce que quand on parle de BOSS et de système d'information bâtimentaire, on va parler d'un système d'information qui doit gérer l'ensemble des données du bâtiment. Donc, qui doit avoir une vision globale de l'ensemble du fonctionnement du bâtiment. Ce qu'on va vous montrer après, c'est que ce système n'existe pas aujourd'hui parce que toutes les données du bâtiment, elles sont juste distribuées un petit peu partout dans plein de systèmes d'information différents et qu'à aucun moment, on a un système qui permet d'avoir une vue globale d'ensemble de ce qui se passe dans son bâtiment. Et pour qu'on puisse avoir ça, ce système-là, il va forcément devoir gérer finalement ou savoir comment gérer d'une manière ou d'une autre l'intégralité des typologies qui viennent des différents systèmes d'information du bâtiment. Autrement dit, ce jumeau numérique, c'est un modèle de données très riche, un modèle représentatif du bâtiment très riche qui est capable non seulement de décrire ce qu'on appelle la sémantique du bâtiment, donc c'est le graphe sémantique en temps réel, mais c'est un système qui va devoir comprendre ce qu'est un objet BIM, parce que c'est une des sources de données qu'il doit intégrer, ce que c'est un modèle GTB, ce qu'est une time series, ce qu'est un ticket de la GMAO, ce qu'est un dossier, un fichier pour gérer les DOE. Donc finalement, le jumeau numérique, c'est une structure de données très très hétérogène qui doit être capable d'intégrer toutes les typologies de données du bâtiment, qui viennent des différents systèmes d'information. Et donc, je prends par exemple un jumeau numérique qui ne sait pas gérer ce qu'est un ticket GMAO. Ça veut dire que jamais on ne pourra intégrer une GMAO au système d'information bâtimentaire. Donc, si je n'ai pas de jumeau numérique qui traite une GMAO, je ne sais pas comment générer un ticket à partir d'une alarme GTB, puisque je ne sais pas ce qu'est un ticket GMAO. Voilà. Par contre, si j'ai un jumeau numérique qui sait gérer en même temps une modélisation GTB et des time series ou des alarmes GTB et des tickets GMAO, je vais pouvoir d'un côté comprendre qu'il y a une alarme ou qu'il y a une série d'alarmes et que cette série d'alarmes justifie la création d'un ticket dans la GMAO, donc créer un ticket qui va être envoyé à la GMAO parce que je sais ce qu'est un modèle GTB et une alarme GTB, je sais ce qu'est un modèle GMAO et donc maintenant je vais pouvoir faire un lien entre les deux. Autrement dit, le jumeau numérique, c'est un ensemble de données. Et si je ne suis pas capable à un moment de comprendre une de ces typologies de données, je ne suis pas capable de dialoguer avec le système spécifique qui va gérer cette donnée. Troisième chose, l'orchestration. On dit qu'un BOSS, ça doit être capable d'orchestrer des systèmes. Orchestrer des systèmes, ça veut dire déclencher des processus dans les autres systèmes. Ça veut dire agir concrètement sur les autres systèmes. C'est pas simplement je vous fournis une API, venez récupérer les données et puis faites ce que vous en voulez. Non, un BOSS, c'est un cœur de système d'information qui, quand il reçoit une donnée, il est capable de l'envoyer à un autre système et de dire à l'autre système, maintenant, fais ça parce que j'en ai besoin tout de suite. L'exemple, c'est aussi l'exemple d'une mise à jour en temps réel d'un hyperviseur BIM, par exemple. D'un côté, je récupère des données de la GTB, ces données sont envoyées en temps réel, et moi j'ai envie d'avoir un hyperviseur BIM qui est mis à jour en temps réel, donc qui me décrit concrètement, dès qu'il y a un changement de température, je vois ce changement de température.
Bah, pour ça, il va falloir que quand je récupère la donnée GTB, je puisse aller dire à l'hyperviseur, remets ton interface graphique à jour parce qu'une donnée a été modifiée. Donc j'agis sur le superviseur. De la même manière, je reçois des alarmes GTB et je veux agir sur la GMAO pour qu'elle déclare elle-même un ticket ou qu'elle envoie des messages. Il faut bien que je puisse envoyer le ticket et envoyer une demande d'action vers la GMAO. Pareil pour la GTB. Autrement dit, ce système d'information, ce boss, il doit être capable non seulement d'aller récupérer les données dans différents systèmes, mais potentiellement de leur envoyer et de demander des commandes ou d'orchestrer des commandes sur ces différents systèmes. Et puis les deux derniers critères que je vais rejoindre, c'est la maîtrise des données et le déploiement. On est en train de dire que on est en train de déployer un nouveau système d'information qui est un système d'information bâtimentaire. Ce système d'information bâtimentaire, il est lié intimement au bâtiment et moi, en tant que propriétaire du bâtiment, je ne suis pas propriétaire des données de mes occupants. Et même en tant que locataire, entreprise louant le bâtiment, je ne suis pas propriétaire des données qui appartiennent à mes salariés. Voilà. Et donc, tout ça, ça nécessite une complète maîtrise des données et on ne peut pas juste dire, voilà, j'envoie toutes mes données vers une plateforme cloud que je ne maîtrise pas. Et puis ces données dans cette plateforme cloud, c'est une remarque d'un asset manager que j'ai trouvé assez intéressante, c'est tout le monde me dit j'ai un boss, oui, mais il me demande d'envoyer toutes les données dans une plateforme que je ne maîtrise pas pour me revendre ensuite les données qui m'appartiennent déjà. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est votre bâtiment, il vous appartient. Votre bâtiment, il a son ordinateur de bord et les données qui sont dans l'ordinateur de bord vous appartiennent aussi et c'est vous qui en êtes le maître. Voilà. Et donc le boss doit pouvoir s'installer, le boss et le système d'information bâtimentaire doivent pouvoir s'installer dans un environnement qui est maîtrisé par le propriétaire du bâtiment, par la personne qui est propriétaire aussi potentiellement de certaines des données, en tout cas de toutes les données relatives au bâtiment. Et donc de ce point de vue-là, soit vous avez un boss et vous pouvez gérer, que vous êtes capable de comment dire, de déployer localement et donc vous êtes capable de maîtriser l'intégralité de vos données et de demander potentiellement à des prestataires de vous maintenir votre système, soit vous n'avez pas de boss et à ce moment-là, vous laissez complètement la maîtrise des données à des gens qui ont des plateformes cloud, qui eux savent maîtriser les données, mais ça veut dire que vous n'êtes plus maître de comment ces données sont utilisées. Et ça, dans le contexte d'un gros bâtiment tertiaire ou d'un bâtiment industriel, c'est des choses qui sont inenvisageables. Alors, l'objectif de ce slide, il est de vous dire, voilà, si vous avez ces critères, voilà ce que vous pouvez faire, donc de rendre compréhensible un petit peu ces critères qui parfois peuvent être des critères assez techniques. Alors maintenant, on va essayer d'envisager tout ça dans des slides qui sont peut-être plus imagés pour essayer de faire comprendre un petit peu tous ces critères. Alors, la première chose, c'est, je vous ai dit, le boss, mon premier objectif, c'est de vous faire comprendre que c'est le cœur d'un nouveau système qu'on appelle le système d'information bâtimentaire. Les 3 prochains slides, ils ont pour objectif de vous faire comprendre un petit peu pourquoi ce système d'information bâtimentaire il est nouveau, quel est son rôle et où est-ce qu'il se situe. L'objectif qu'on a tous à terme, c'est de faire en sorte que le bâtiment devienne un bâtiment digital. Bâtiment digital, ça veut dire que le bâtiment lui-même est une plateforme sur laquelle on peut déployer des nouvelles applications. De ce point de vue-là, ça veut dire que le bâtiment devient un système d'information, ce qu'il n'est pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on déploie des systèmes d'information dedans, mais tous ces systèmes sont complètement silotés, ne sont pas constitutifs d'un système cohérent, global, qui vous donne une vision complète. Alors, pour faire ça, on ne va pas réinventer la roue. Pour faire en sorte que le bâtiment devienne un bâtiment digital, c'est-à-dire devienne une plateforme applicative, il va falloir fournir au bâtiment une infrastructure digitale, ce qu'on appelle un OS finalement. Si vous regardez ce qui s'est passé pour passer du mainframe au PC ou du téléphone au smartphone, bien c'est clair, vous êtes passé d'un téléphone qui offrait quelques applications à un smartphone qui est devenu une vraie plateforme applicative. Et la grosse révolution, ça a été l'installation d'un OS, iOS, Android, dans ce téléphone, qui permet maintenant simplement de développer, de déployer et d'utiliser des nouvelles applications qui fonctionnent toutes sur un même socle logiciel qui est l'OS. Voilà. Et c'est lui qui rend la plateforme cohérente, qui permet facilement de déployer des applications, non pas uniquement dans le cloud auquel le téléphone vous donne accès, mais aussi sur votre téléphone directement, qui peuvent aller chercher des données dans le cloud. C'est quand même une chose différente, c'est votre téléphone qui est intelligent, qui est smart, c'est pas
une plateforme cloud? Le bâtiment, c'est pareil, c'est le bâtiment qui doit devenir intelligent aussi. Et donc pour ça, il faut déployer dans le bâtiment, associé au bâtiment, une infrastructure logicielle, un OS, qui va permettre de facilement développer et déployer des nouvelles applications. Alors ça vous justifie une chose, ça justifie la compétence qui est que le boss doit être une plateforme, ce qu'on appelle une application enablement platform, associée au bâtiment. C'est une plateforme qui permet facilement de développer des nouvelles applications. Et ces applications, elles doivent être, et cette plateforme, elle est liée au bâtiment parce qu'elle rend le bâtiment intelligent. Elle ne fait pas simplement connecter le bâtiment à une plateforme intelligente. Donc là, c'est la première justification, c'est pourquoi le boss doit être une application enablement platform. Deuxième chose, où se situe le boss? Je vous ai dit que le boss, c'était le cœur d'un système d'information bâtimentaire. Un système d'information bâtimentaire, on va essayer de le positionner. Donc ça, c'est un slide que je présente assez souvent, qui pourrait être associé au slide que présente la Smart Building Alliance en présentant ces trois couches, dans lesquelles on a la couche terrain, dans laquelle on va retrouver tous les équipements, les systèmes automatisés terrain, et donc typiquement les systèmes GTB, le SSI, etc. Donc les systèmes, là, ils sont représentés en petits, et finalement, ces systèmes GTB, c'est un ensemble de capteurs, d'actionneurs, d'automates qui remontent ça vers des plateformes de gestion et dans lequel on propose déjà des services. Donc, vous avez toute la supervision GTB qui marche à ce niveau-là. Donc, vous avez des systèmes terrain complets. Donc, ça peut être l'AGTB, le SSI, le contrôle d'accès. Et puis, parfois, vous avez des plateformes qui permettent de mutualiser et d'apporter vraiment toutes ces compétences-là avec un middleware GTB au sens large au niveau terrain. Ça, c'est ce qu'on appelle les plateformes terrain. Ça existe déjà dans le bâtiment depuis très longtemps. Autre échelle, ça va être plutôt l'échelle patrimoniale cloud. Là, vous allez retrouver toutes les GMAO, les systèmes de gestion patrimoniaux ou des services cloud dans lesquels des services, par exemple, de gestion de la consommation énergétique. Donc, tous ces systèmes sont des systèmes qu'on fait fonctionner principalement dans le cloud, qui apportent peut-être plus d'intelligence, qui sont très, très transverses, en tout cas. Donc, pas une vision vraiment détaillée du bâtiment, qui est une vision assez partielle du bâtiment, mais par contre, qui gère un patrimoine complet de bâtiment. Donc ça existe déjà. Nous, ce qu'on vous dit, c'est que pour aller vraiment vers le bâtiment digital, il va falloir rajouter cette troisième couche. Cette troisième couche qui, dans le référentiel R2S de la SBA, est une couche qui est décrite par le terme couche d'infrastructure, mais dans lequel on n'a pas encore, dans lequel nous, on pense qu'il faut faire évoluer encore les choses. C'est un très bon début, mais il faut faire évoluer les choses pour l'amener vraiment pas seulement à une gateway qui fait un transfert entre la couche terrain et puis la couche service dans le cloud, mais vraiment à quelque chose de beaucoup plus riche, qui est un vrai système d'information local, dans lequel on déploie un système d'information qui a une vision complète de tout ce qui se passe dans le bâtiment. Et aujourd'hui, pour nous, ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que si vous regardez bien, les informations liées au bâtiment, vous en retrouvez un peu dans la gestion patrimoniale, dans la GMAO, vous en retrouvez beaucoup dans la GTB, vous en retrouvez dans les systèmes de réservation de salles de réunion, parfois dans la GED pour le DOE. Finalement, tout ça est complexement explosé dans plusieurs systèmes différents et à aucun moment, on a un système avec une vision 360 globale de ce qu'est votre bâtiment. Et ça, je dis ça vraiment, les IWMS, qui sont censés être complètement intégrés, souvent n'intègrent pas les données GTB, donc n'intègrent pas les données temps réel qui viennent du terrain. Voilà, les GTB, c'est des systèmes qui sont très riches, qui sont très compétents, qui apportent énormément de données temps réel, mais qui ont une vision très partielle. Dans un référentiel GTB, vous allez trouver les plans, les équipements actifs, mais tout le reste, ça n'est pas intégré dans la GTB parce que la GTB ne gère pas le reste. D'accord? Donc au final, vous n'avez jamais un seul système qui regroupe toutes les informations du bâtiment. Autrement dit, vous n'avez pas un ordinateur de bord complet de votre bâtiment ou une data room complète de votre bâtiment mise à jour en temps réel dans lequel vous pouvez cliquer, vous pouvez voir en un instant tout ce que l'état de votre bâtiment. Vous n'avez pas de jumeau numérique de votre bâtiment qui existe aujourd'hui. Et donc ce système d'information, cette couche, finalement, pour nous, c'est vraiment quelque chose de nouveau. C'est ça qui doit être apporté dans un bâtiment digital de demain, dans un smart building. C'est ça qui reste à créer. Et à partir du moment où on a compris que c'est vraiment ça le cœur de ce qui est nouveau dans le bâtiment digital, on comprend qu'il faut aussi des nouveaux systèmes d'information et des nouvelles briques technologiques pour apporter ça.
Et cette nouvelle brique technologique, c'est justement le boss, c'est-à-dire c'est une brique qui est capable de discuter et d'agréger des données qui sont non seulement distribuées dans plein d'autres systèmes, mais qui sont très hétérogènes. Donc, je suis capable d'agréger des données qui viennent d'un très gros système qui est la GTB, ou de plusieurs gros systèmes qui sont GTB, SSI, sécurité incendie, contrôle d'accès et j'en passe. Voilà, donc d'agréger ces données et de les agréger avec des données qui sont complètement ailleurs, qui sont dans d'autres systèmes. Des données d'une GED pour le DOE numérique, des données de tickets ou de bulletins prévisionnels qui viennent plutôt de la GMAO, des données de facturation, d'occupation des espaces qui sont plutôt dans la gestion patrimoniale, etc. Et donc de rapatrier ces données dans un système d'information qui donne une vision globale du bâtiment. Voilà. Il faut ce nouveau système d'information globale du bâtiment, il travaille sur cette couche-là, et il faut une nouvelle brique qui s'appelle un boss. Et en fait, cette brique, vous voyez dans ce schéma-là, qu'on la compare, je vous ai dit que dans le premier tableau, on allait la comparer plutôt à des systèmes qu'on appelait des middleware GTB, et on voit bien qu'elle ne fonctionne pas au même niveau. Là, on fonctionne au niveau bâtimentaire global, alors que les middleware GTB, ils ont pour vocation plutôt à regrouper tous les silos GTB qui étaient en dessous. Donc le boss est différent d'un middleware GTB. De la même manière, vous allez trouver tous ces IWMS dans le cloud, qui regroupent énormément d'informations, mais qui sont souvent pas couplées à la GTB, et qui ont quand même une vision partielle du bâtiment. Et donc, pareil, vous voyez que le boss ne fonctionne pas au même niveau et que donc ce n'est pas un IWMS au sens standard du terme. Et troisièmement, le boss vous offre une vision globale, BIM, une vision 3D globale, parce que quand on parle de jumeau numérique, souvent on associe ça à une maquette 3D, c'est une partie du jumeau numérique, mais finalement, la maquette 3D ou la vision ou le superviseur BIM n'est pas non plus constitutif d'un boss, parce que c'est juste un outil qui vous permet de visualiser des choses, mais ce n'est pas un outil qui permet de traiter l'ensemble des données. Donc, dans ce schéma-là, on a essayé de vous montrer à quoi on allait se comparer. Donc, on dit qu'il vous faut un système d'information qui est un nouveau système d'information avec une nouvelle brique qui est le boss. Et elle a un positionnement qui est différent de la GTB et des middleware GTB, qui est différent des IWMS et des services cloud, et qui est différent des superviseurs BIM, qui sont des applicatifs qui fonctionnent au-dessus du boss. Donc, voilà pourquoi on se compare à ces trois plateformes. Et donc, parmi les critères aussi qu'on vous a donnés sur ce schéma-là, ça peut justifier d'une part que dans le boss ou le système d'information patrimoniale, on l'associe au bâtiment, c'est l'ordinateur de bord global du bâtiment, et donc qu'on peut le déployer localement pour avoir une maîtrise des données, un déploiement local, et qu'il doit avoir une vision 360, et ça c'est ce qu'on appelle le jumeau numérique. Peut-être de zoomer sur sur la couche intermédiaire, donc la couche bâtimentaire. Ici, je n'ai pas représenté la couche cloud et je n'ai pas représenté la couche terrain, pour essayer de vous montrer concrètement ce qu'est ce système d'information bâtimentaire. Finalement, ce système d'information bâtimentaire, c'est un système qui saura se connecter d'une manière ou d'une autre avec les informations terrain qui viennent de tous les systèmes GTB, middleware GTB en dessous. Il saura se connecter avec tous les services cloud via des API gateway, mais qui apporte aussi de l'intelligence locale en apportant des modèles de données locaux, en apportant de l'intelligence et de l'analyse locale, en apportant des services locaux d'hypervision, et tout ça structuré autour d'un système d'information intelligent avec un cœur de plateforme qui a trois compétences cœur. La gestion d'une base de données orientée objet, donc de modèles de données très fins. La gestion du jumeau numérique, donc c'est comment je vais coupler, je vais créer des liens complets entre l'ensemble des informations pour comprendre, pour contextualiser l'ensemble des informations l'ensemble des informations hétérogènes qui viennent de l'ensemble de ces sources d'informations, et comment je vais orchestrer l'ensemble des systèmes, c'est-à-dire que quand j'ai une donnée qui vient d'un système, je suis capable de la pousser et de demander au système de faire une action qui me renvoie une donnée pour ensuite la renvoyer à un autre système, donc vraiment d'être le cœur et le maître de l'ensemble de ce système d'information. Et donc ça essaie ce slide-là, il a pour vocation à expliquer finalement deux critères. D'une part, quand on vous décrit que le boss, c'est le cœur du système d'information. Le système d'information, c'est plus large que le boss, c'est un ensemble d'applicatifs, d'API, de modèles de données, de connecteurs, etc. Et le boss, c'est le cœur de système qui a pour vocation à orchestrer tout ça. Et que c'est un système justement d'orchestration, parce que c'est pas simplement je me connecte et je fais des choses, c'est je me connecte, je fais des choses, mais j'agis aussi en retour et je demande des actions en retour, parce que tout ça, on doit l'automatiser. Voilà, donc ces trois slides que je viens de vous montrer, ils ont pour vocation à vous expliquer qu'on a besoin d'un nouveau système d'information, que le boss, c'est ce cœur de système d'information, et à justifier le fait qu'on se compare
à des IWMS, à des systèmes, des middleware GTB et à des hyperviseurs 3D, mais qu'on n'est pas un IWMS, on n'est pas un middleware GTB et on n'est pas un hyperviseur 3D. Tout ça, ce sont des applicatifs, des services qui tournent autour du BOSS. Alors maintenant, je vais essayer d'aller un petit peu plus dans le détail et d'aller, je vous ai dit que le BOSS était le cœur du système bâtimentaire, mais d'aller vous expliquer un petit peu plus dans le détail ce qu'on entend aussi par jumeaux numériques et par les données qui doivent être gérées. On a vu qu'un gros point dans le tableau, si je reviens au tableau, ici, un gros point, c'est le BOSS, ça gère un jumeau numérique. Et ça, c'est un gros point parce qu'on a mis plein de modèles de données ici. Donc, je vais essayer de passer un tout petit peu de temps ici pour vous expliquer pourquoi finalement le BOSS doit être capable de gérer toutes ces données, mais les autres systèmes, ce n'est pas forcément leur métier. Et donc, pourquoi c'est un système différent et qu'est-ce que c'est que ce jumeau numérique? Une grande thématique de la SBA, du bâtiment digital au sens large, c'est les aspects transverses. C'est le fait qu'on doit désiloter tout ça. Donc là, dans ce slide, ce que je vous montre, c'est voilà l'état actuel à peu près. Alors, l'état actuel des systèmes d'information dans le bâtiment. On a plusieurs systèmes d'information. Donc, je peux avoir la gestion patrimoniale, la GMAO, le room booking, le système de sécurité incendie, la GTB, la JET. Donc, chacun des quartiers ici, c'est un système d'information. Et si ces systèmes d'information, si on va un petit peu plus dans le détail, chacun de ces systèmes propose des services, donc c'est la couche bleue, propose des modèles de données spécifiques dont il a besoin. Si je prends la GMAO, pour fonctionner, une GMAO, elle a besoin de décrire ce qu'est un ticket, ce qu'est un bulletin prévisionnel, ce qu'est un stock, ce qu'est un objet aussi, ce qu'est un équipement. Et chacun de ces systèmes d'information propose des services, a des modèles de données et a un référentiel partiel du bâtiment. Donc, est obligé, puisqu'on fonctionne sur un asset physique qui est un bâtiment, de décrire un référentiel bâtimentaire qui va être bâtiment, étage, zone et équipement qui m'intéresse à l'intérieur. Par contre, tous ces référentiels dans ces systèmes qui sont silotés, qui sont spécifiques, sont partiels. Pourquoi? Parce que si je prends la GTB, son référentiel, dans la supervision, elle doit avoir un référentiel bâtiment, étage, équipement actif. Par contre, la GTB gère les équipements actifs, ne gère pas des tickets de GMAO, donc elle ne sait pas ce qu'est un ticket GMAO. Elle ne sait pas ce qui est du mobilier, parce que ce n'est pas un équipement actif. Voilà, elle ne sait pas ce qu'est un mur, parce que ce n'est pas un équipement actif. Autrement dit, elle a un référentiel bâtimentaire, mais qui est partiel. Voilà. Et donc là, ce qui est représenté dans ce slide-là, c'est que vous avez dans le bâtiment beaucoup de systèmes d'information qui marchent en silo, qui ne sont pas connectés. Aucun ne propose une vision cohérente globale du bâtiment, chacun propose une vision partielle du bâtiment. Et il n'y a pas de système d'information bâtimentaire, donc pas de BOSS dans ce système-là, et chacun propose aussi ses modèles de données spécifiques. Mais par contre, tous ces systèmes sont importants pour gérer un bâtiment qui est un asset très complexe. Alors là-dedans, il y a des systèmes qu'on appelle des middleware GTB, que nous on appelle des middleware GTB. Donc il y a des middleware, on n'a pas inventé le terme, hein, ça existe depuis très longtemps, et il y a des plateformes qui sont des middleware GTB. Par rapport à ce schéma-là, concrètement, si j'essaie de passer rapidement d'un schéma à l'autre, vous voyez qu'un middleware GTB, finalement, ce sont des middleware très compétents, et ce sont des plateformes qui ont pour vocation à gérer finalement tous les systèmes qui ressemblent énormément à la GTB. C'est-à-dire tous les systèmes qui gèrent des alarmes, des time series, et qui ont besoin d'un référentiel d'objets actifs dans le bâtiment. Donc on va parler du SSI, on va parler du contrôle d'accès, etc. Effectivement, il y a pas mal d'entreprises depuis longtemps, des grosses entreprises du bâtiment, des Schneider Electric, Honeywell, Siemens, Tridium, etc., qui ont mis en place des plateformes, ABB, voilà, qui ont mis en place des plateformes qui proposent toujours un référentiel partiel du bâtiment, un référentiel d'objets actifs, qui gèrent toutes les données, qui gèrent la GTB et qui proposent plusieurs services finalement au-dessus. Pourquoi? Parce que on s'est rendu compte que ces services, ils avaient besoin des mêmes typologies de données. Donc on pouvait proposer un middleware qui gère ça. Mais encore une fois, ça reste des middleware qui vont gérer une typologie de données du bâtiment, qui sont les données GTB ou les typologies de données ressemblant à la GTB, voilà, mais qui n'ont pas vocation à gérer toutes les typologies de données très hétérogènes qu'on trouve dans d'autres systèmes d'information. Et donc, c'est une richesse en plus, mais ça n'est pas un BOSS, au sens où nous, on l'entend.
Alors, là, vous allez me dire, qu'est-ce qu'un boss? Le boss, c'est le système dans lequel c'est le système qui va permettre de mutualiser, de comprendre et d'avoir un référentiel commun. Donc là, on arrive sur des systèmes dans lesquels on n'a pas réellement de vision commune encore, on n'est pas connecté. Maintenant, vouloir se connecter. Dans l'ancien webinar, pour se connecter, on avait deux méthodes. On avait la connexion par SpaghettiWare et la connexion par middleware. Donc SpaghettiWare, c'est ce que je vous présente juste après. Donc c'est comment maintenant je vais commencer à connecter tous mes différents systèmes. Et middleware, c'est comment je vais rajouter une nouvelle plateforme au milieu, donc créer un nouveau système d'information. On va commencer par le SpaghettiWare. Le SpaghettiWare, c'est la vision, on va dire, qui est peut-être la plus simple à mettre en œuvre au début. C'est celle qui est facile. En gros, j'ai plein de systèmes qui marchent en silo les uns à côté des autres, qui proposent tous leurs services, leur modèle de données, leur référentiel bâtimentaire. Et puis, je vais commencer à essayer de faire quelque chose de simple. J'ai plein d'entreprises qui sont spécialisées et qui commencent à ouvrir des API, donc qui peuvent faire des connecteurs pour qu'on puisse récupérer les informations qui viennent de leur système et les envoyer à un autre système. Et donc, on ouvre des API et puis on essaie de faire des connecteurs 2 à 2 pour venir connecter les systèmes les uns avec les autres et puis essayer de faire du rapprochement de base de données. Alors, dans ce système-là, alors ça fonctionne, mais au fait, c'est très complexe et surtout, ça peut vous paraître étrange ce que je vais vous dire, mais ça veut dire que quand on fait ça, on n'a pas défini de système d'information bâtimentaire. On a juste essayé de connecter 2 à 2 un ensemble de systèmes qui ne marchaient pas ensemble hier. Voilà. Et donc là, dans ce cadre-là, ça veut dire que quand j'ai 8 systèmes, si je veux tout connecter, je me retrouve avec 32 connecteurs. Je n'ai pas de vision cohérente du bâtiment. J'ai toujours aucun système qui a une vision globale et complète du bâtiment. Ils ont tous chacun leur vision partielle. Par contre, ils peuvent échanger des données avec les autres. Autrement dit, dans cette vision-là, je suis resté avec ce que j'avais. Je n'ai pas créé de nouvelles briques. Voilà. J'ai juste créé des nouvelles connexions ou enrichi chacune des briques pour qu'elles puissent se connecter via des API. Mais je n'ai pas créé de nouvelles briques. Et ça veut dire que je n'ai pas créé de système d'information bâtimentaire. Là, on va arriver dans un deuxième stade où, concrètement, on va arriver, nous, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut aller beaucoup plus loin. Et aller beaucoup plus loin, ça veut dire accepter de créer un nouveau système qui va finalement simplifier les choses. Il va simplifier les choses parce qu'il va vous apporter une vision très cohérente de ce qu'est un bâtiment dans son ensemble. Autrement dit, si je compare par rapport au SpaghettiWare, maintenant je veux commencer à connecter, mais en mettant de l'intelligence dedans et en créant cette nouvelle plateforme qu'on appelle le BOSS, qui va constituer vraiment le cœur d'un nouveau système d'information bâtimentaire. Et si vous comparez les deux schémas, dans les deux schémas, ce qu'on vient de dire, c'est que finalement, le BOSS, ça va être l'outil qui va essayer d'avoir une vision globale, unifiée de l'ensemble du bâtiment. C'est pas une GMAO, c'est pas un système de gestion patrimoniale, c'est pas des applis pour les occupants, un système de group booking, mais c'est pas un système de GTB. Non, c'est un système cœur qui a pour vocation à, si vous comparez les deux schémas, à venir finalement prendre tous ces référentiels partiels et à venir mutualiser tous les référentiels partiels pour faire un référentiel global de données du bâtiment, ce qu'on appelle le jumeau numérique du bâtiment, et ce référentiel global va essayer de le fournir et de l'échanger avec tous les autres systèmes pour qu'enfin on puisse avoir une vision cohérente du bâtiment. Et donc, le BOSS, c'est une nouvelle plateforme, ce n'est pas une évolution d'une plateforme existante, c'est une nouvelle plateforme du bâtiment qui a un objectif, c'est de travailler au cœur du système d'information bâtiment, de gérer le jumeau numérique du bâtiment. Et donc, gérer le jumeau numérique du bâtiment, c'est-à-dire gérer ce qui est en rouge là, tous les modèles de données, être capable d'avoir une vue et de comprendre tous les modèles de données spécifiques qui viennent des différents systèmes d'information pour les mutualiser et les agréger entre elles, et ensuite qui va permettre de communiquer avec ces différents systèmes pour dire, bon, de ma GTB, je reçois des alarmes qui sont associées à cet équipement dans le référentiel commun. Il se trouve que sur cet équipement, je peux aussi lui associer des tickets. Et donc, à partir d'un ensemble d'alarmes sur cet équipement, je vais pouvoir générer un ticket sur ma GMAO parce que non seulement je sais ce qu'est une alarme ou une série d'alarmes et je sais ce qu'est un ticket, mais en plus, je sais qu'elles sont reliées au même objet qui a un identifiant unique et qui est un objet qui appartient au jumeau numérique du bâtiment. Voilà. Et donc, ce nouveau système, si on le met en place, ce BOSS, il va être constitutif d'un SIB, système d'information bâtimentaire. C'est un middleware, effectivement, mais c'est un middleware qui a pour vocation à gérer le système d'information bâtimentaire et pas la GTB. Voilà. Il
contient quoi? Il contient une représentation cohérente du bâtiment. Et grâce à ça, en plus, on va simplifier le système d'information global parce qu'au lieu d'avoir 32 connecteurs à réaliser pour connecter ces différents systèmes, et encore là, j'en ai mis que 8, je suis gentil, on va avoir que 8 connecteurs à réaliser parce que lui, ensuite, va se charger de la connexion des données entre les différents systèmes. Et si encore je vais essayer de comparer avec un middleware GTB, c'est ce que je vous ai mis juste dans le slide suivant. Donc, vous voyez que c'est différent du middleware GTB. Le middleware GTB a pour vocation à traiter des données, des time series, des alarmes, des calendriers pour la GTB et un référentiel partiel GTB. Donc, c'est un middleware qui est très riche, qui est très important, mais qui n'est pas un boss. Et le boss est complémentaire. Nous, quand on a un middleware GTB, on a fait un déploiement il y a assez récemment pour GSE, où on avait une douguette ABB en dessous. On a aussi fait un déploiement avec Schneider Electric dans lequel il y avait EcoStructure. Finalement, ça, ce sont des middleware GTB qui sont très compétents, qui gèrent pas que de la GTB, qui gèrent beaucoup, beaucoup plus de choses. Et par contre, ils gèrent des données qui sont des données ressemblant énormément à la GTB et un référentiel qui est un référentiel ressemblant à celui de la GTB. Voilà. Donc, le boss, même si on a un middleware GTB, finalement, si vous enlevez ce middleware GTB ou si vous enlevez la GTB, vous aurez quand même besoin d'un boss pour faire autre chose, pour coupler la GMAO avec la GED, avec la gestion patrimoniale, avec les applis occupants, avec le room booking, même dans un bâtiment dans lequel il n'y a pas besoin de GTB. Par contre, quand vous avez un bâtiment avec un middleware GTB, ça n'est pas constitutif d'un système d'information bâtimentaire parce que ces middleware GTB ne gèrent pas les tickets, ne gèrent pas les factures, ne gèrent pas les applis occupants, etc. Par contre, ils vous ouvrent des API qui vous permettent d'aller récupérer ces données. Et donc, c'est à vous de constituer votre système d'information au-dessus. Donc ça, c'est vraiment pour essayer de vous donner une comparaison. Je pourrais faire la même chose avec les IWMS les IWMS, on va dire, c'est un regroupement entre de la GMAO, de la gestion patrimoniale, c'est quelque chose de plus large. On regrouperait des compétences qui sont équivalentes dans la gestion patrimoniale et dans la GMAO, et on ferait un connecteur entre le BOSS et ça. Mais par contre, comme ces IWMS ne gèrent pas les données GTB, vous auriez toujours besoin de faire un lien, faire un relais entre les deux. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à l'étape. Le boss, qu'est-ce qu'il permet de réaliser? Alors, je vais passer très très rapidement dessus et surtout donner la main à Edouard d'EDF, qui est un utilisateur, qui est vraiment quelqu'un qui vient de la gestion des données et qui va pouvoir vous présenter un petit peu sa vision de pourquoi lui c'est important de mettre en place un boss. Je vais essayer de répondre à certaines questions. Alors, la première question que je vois, c'est peut-on imaginer un boss qui orchestre les données de plusieurs bâtiments, chacun ayant son propre boss dans une stratégie patrimoniale? Alors, oui, je pense que ça fait, Edouard en plus en parlait, c'est complètement quelque chose qui est envisagé. Donc, je vais reprendre ce slide. Est-ce que vous voyez bien les slides que je suis en train de présenter? Sébastien? Oui. Ouais. D'accord. Donc, sur ce slide, on a un petit peu ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est que chaque bâtiment ait son propre boss, mais bien sûr, il va y avoir des plateformes patrimoniales globales qui vont, c'est ce que disait Edouard, auxquelles chaque boss va venir se connecter. L'idée, c'est d'avoir finalement une plateforme patrimoniale qui va aller se connecter à chacun des bâtiments de manière complètement standardisée et que chaque bâtiment construit les données consolidées qui va le vouloir renvoyer à la plateforme de niveau supérieur. Alors, est-ce que à partir du boss tel qu'il existe, par exemple, du boss celui qu'on propose aujourd'hui, on va être compétent pour construire cette plateforme? La réponse est oui, à condition de l'associer avec d'autres outils qui sont des bases de données, très scalables, parce que dans un cas, on est en train de gérer des données avec de l'orchestration, avec potentiellement du temps réel, donc on a des bases de données avec des jumeaux numériques très complexes qui gèrent des données très hétérogènes, objets et potentiellement du temps réel. Dans l'autre cas, on va être sur la gestion d'un parc de bâtiments où on peut avoir 100, 200 bâtiments, une vision très très transverse sur lequel on veut aussi les stocker stocker des données sur du très long terme avec des data lakes, avec des choses comme ça. Et donc, il va falloir le coupler avec d'autres technologies qui ne sont pas forcément les mêmes technologies que celles qu'on met dans le bâtiment. Donc là, la réponse est oui, c'est vraiment quelque chose. Est-ce que ça revient à un IWMS complet? Alors,
c'est un cœur, le BOSS, c'est un cœur d'IWMS, on va appeler ça le POS, l'OS patrimonial, si vous préférez. Et après, on va pouvoir déployer au-dessus des fonctions d'IWMS. Ça ressemble à ça avec des architectures qui sont plus des architectures de systèmes d'information très distribuées, complètement ouvertes et évolutives. Donc peut-être que les objectifs derrière il y a des objectifs qui sont communs, mais il y a un autre objectif qui est système d'information ouvert, évolutif, donc la manière de gérer finalement le système d'information et les données vont être quand même assez différentes. Alors, OK sur la situation actuelle, mais les éditeurs historiques de GTB vont faire migrer leur middleware vers la vision plus large du BOSS. C'est possible, mais c'est pas direct. Nous, on voit bien qu'il y a des problèmes de compréhension quand on parle du BOSS tel que nous on le comprend et du BOSS compris par la GTB. En fait, les gens appellent ça un boss, mais c'est pas du tout ce que nous on définit comme étant un boss. En fait. Et je pense que vraiment il y a des compétences qui sont assez radicalement différentes. La GTB a toujours énormément de sens, elle aura toujours du sens. Gérer une GTB, c'est déjà quelque chose de très complexe, et avoir un middleware de gestion de GTB, c'est quelque chose qui a du sens, et qui est déjà très très complexe à gérer. Donc le fait que ça reste un système d'information spécifique, indépendant, je pense qu'il y aura toujours ce besoin-là parce que les compétences à mettre en œuvre, le temps réel à mettre en œuvre, le volume de données est quand même très très élevé dans la GTB et il faut avoir des solutions spécifiques pour ça et des middleware GTB spécifiques pour ça. Monter vers le boss, ça viendra. Pour l'instant, on ne le voit pas réellement. C'est une incompréhension plus qu'autre chose. Donc c'est plus. euh, il y a plus de l'incompréhension, je pense, entre un middleware GTB et un middleware tel que le BOSS. Et je pense que la définition de ce système d'information bâtimentaire, sûrement des gens viendront. Maintenant, d'où ça viendra? Est-ce que ça viendra des gens qui font de la GTB? Est-ce que ça viendra des gens qui font de l'IWMS? Est-ce que ça viendra de nouveaux acteurs comme nous? Aujourd'hui, je vois des nouveaux acteurs. Je ne vois pas de compréhension globale, soit des acteurs de l'IWMS, soit des acteurs de la GTB, pour définir vraiment ce nouveau système-là, ce nouveau système purement bâtimentaire. Voilà. Et je pense que le BIM a beaucoup est une technologie qui va permettre de faire bouger les choses parce que c'est une technologie qui apporte quand même une description bâtimentaire beaucoup plus précise que l'ensemble des autres, mais qui n'est pas complète non plus parce qu'elle ne comprend pas toutes les données temps réel. Par contre, quand on se pose les questions de coupler le BIM avec la GTB, de coupler le BIM avec la GMAO, c'est ce qu'on a fait nous il y a 10 ans quand on travaillait dans le monde de l'aéronautique avec les modèles 3D et on est arrivé progressivement au bout de 2-3 ans à se dire mais on ne peut pas le faire si on n'a pas un système de gestion du jumeau numérique dédié et spécifique. Et je pense que progressivement les gens y viendront aussi. Voilà, ces couplages BIM, GTB, GMAO, ce n'est pas des choses qui se font depuis 3 ans dans le monde du bâtiment. C'est des choses qui commencent à se faire. Nous, ça fait très longtemps qu'on travaille dessus et nous, au sein de Spinalcom, on a mis 3 ans avant de redévelopper complètement une plateforme cœur pour gérer cette problématique qui existe aussi dans d'autres domaines. Aujourd'hui, quels sont les connecteurs qui existent avec les GTB et la couche terrain? Vous avez cité les GTB Schneider, il y en a-t-il d'autres? Alors, nous, on a créé un connecteur en BACnet. L'objectif, c'est d'être compatible avec le plus de GTB possible. Voilà, donc, ou plus de middleware GTB possible. On ne fait pas du BACnet, on fait du BACnet IP, c'est-à-dire qu'on vient se positionner au-dessus des middleware GTB, ou bien dans certains cas, comme ce qu'on vient de faire avec Distech, là, les automates Distech proposent tous eux-mêmes du BACnet IP ou même des API spécifiques. Donc, on peut se connecter directement aux automates, mais pour l'instant, on a plus fait de la connexion avec des middleware GTB. Donc aujourd'hui, on a un connecteur en BACnet IP, on a un connecteur avec les API Smart Connector de Schneider Electric. On s'est connecté grâce à Oxitaline avec du LON. Donc là, on a mis une petite box en dessous et on est connecté avec la box Oxitaline. Voilà, et on a en cours de développement un connecteur MQTT avec une GTB spécifique MQTT, et puis de l'OBIX et de l'OPC-UA pour être, encore une fois, l'objectif, c'est d'être le plus large possible dans les connexions possibles avec les GTB du marché. Alors, oui et non. ESTAC, c'est un protocole qui vient essayer d'enrichir les données de la GTB. Et au fait, on peut faire du ESTAC, c'est-à-dire que dans la base de données GTB, on vient taguer, mettre des tags pour dire bâtiment, étage, zone et cadre. Donc, standardiser des tags, essayer
essayer de taguer directement dans le système GTB. Une autre manière de faire, et c'est ce qu'on fait nous, c'est qu'on vous dit juste dans votre GTB, vous associez l'objet GTB, donc le endpoint, le point de mesure, avec l'identifiant de l'objet BIM. Voilà. Et ensuite, vous ne venez pas taguer le point de mesure, vous avez associé le point de mesure avec l'objet BIM et vous venez taguer, donc ajouter des attributs à l'objet BIM ou à l'objet BIM ou à l'objet du jumeau numérique, parce que cet objet du jumeau numérique, on ne va pas mettre des tags, juste quelques tags, on peut lui mettre des tonnes d'attributs, on va standardiser les attributs. Donc au final, on n'est pas obligé de taguer la GTB. La GTB, enfin, ou du moins, on va être obligé de taguer la GTB, mais on n'est pas obligé de rajouter 250 tags ou 50 tags. On peut en rajouter un. On rajoute un qui est le tag de quelle est la référence de l'objet dans le jumeau numérique qui correspond à ce point de mesure GTB. Donc on a créé comme ça un lien entre le point GTB et l'objet BIM. Et ensuite, l'objet BIM, lui, contient des tonnes d'informations. Donc il contient bien sûr une forme 3D, mais ça, c'est l'une des informations qu'il contient. Il contient aussi des tonnes d'attributs sur sa marque, le nom, des dates de garantie. Potentiellement, on va pouvoir lui faire une liaison avec des tickets, donc il va pouvoir avoir une liste, il va coupler avec une liste de tickets, etc. Donc, le fait de taguer, c'est quand on est dans une vision, on a une base de données peu relationnelle. Donc là, je mets des tags pour pouvoir faire des relations. Là, on est dans une base de données objet. Donc, on a déjà les relations. La base de données crée les liens. Et au lieu de rajouter des tags, on va créer des liens. Alors, définissez-vous des protocoles BIM spécifiques pour votre plateforme. Alors, ce que vous appelez protocole BIM, j'imagine que ce sont des chartes BIM. Des chartes BIM. Alors, la réponse est oui. On a besoin de construire un jumeau numérique. Le jumeau numérique, ça n'est pas la maquette BIM. La maquette BIM est une source de données qui permet de construire le jumeau numérique, et souvent c'est la source ou les sources de données, parce qu'on va avoir plusieurs maquettes, qui va apporter la représentation 3D au minimum dans le jumeau numérique, mais qui peut apporter aussi beaucoup d'autres compétences. Donc, en général, quand il y a un moment où le jumeau numérique et la maquette BIM se confondent, parce que quand on est au début d'un projet, on a 0 système d'information existant dans le bâtiment, mais on commence à avoir le BIM. Alors, hier, c'était les plans, là, on commence à avoir la maquette BIM. Donc, il y a un moment, au début du projet, où la maquette BIM et le jumeau numérique sont quasiment... c'est la même chose, parce que la seule source de données qu'on a pour construire le jumeau numérique, c'est la maquette BIM. Et donc, c'est à partir de là qu'on va commencer à construire toute l'arborescence du bâtiment, la sémantique du bâtiment, donc bâtiment, étage, zone, équipement, etc. Et donc, de ce point de vue-là, on fournit des éléments de charte BIM ou de convention BIM ou de protocole BIM qui vont permettre de venir ajouter des attributs, finalement taguer les objets de la maquette pour faire en sorte de reconstruire plus facilement les différentes arborescences du jumeau numérique, pour reconstruire nos liens plus facilement. On fournit ça, on fournit une charte BIM, on fournit même sur Revit des petites dynamos qui permettent de faciliter la création des liens, mais tout ça, c'est des choses qui sont aussi en train d'évoluer. Finalcom intègre dans la définition du BOSS les SDK. Peut-on développer le BOSS, c'est une plateforme de développement applicative, Application Enablement Platform. Une Application Enablement Platform, donc un OS, votre OS, donc Windows, sur votre PC, c'est une Application Enablement Platform qui propose un SDK. Un SDK, Software Development Kit, c'est un ensemble d'outils qui vont permettre pas simplement de venir se connecter à des données préexistantes et récupérer les données ou échanger des données, mais qui permettent de venir vraiment faire du développement logiciel. Autrement dit, créer des nouveaux modèles de données qu'on n'avait pas hier, créer des applications qui viennent utiliser ces modèles de données, créer des liens entre des modèles de données existants et des modèles de données qui n'existaient pas. Voilà, donc c'est beaucoup plus riche. Un SDK, c'est beaucoup plus riche que des API. On va dire que vis-à-vis du SDK, les API, c'est une application particulière qui donne des accès et qui sécurise les accès sur des données spécifiques déjà créées. Là où le SDK est là pour créer des nouveaux modèles de données, pour créer des nouvelles applications nativement sur le BOSS. Voilà. Donc avec des API, on se connecte, on échange des données. Avec un SDK, on crée, on développe des nouvelles applications. Alors, comment se fait la configuration de l'orchestration des processus dans le BOSS via API, via un outil spécifique? Donc là, c'est quand nous, dans notre BOSS, c'est quand on va venir créer ce qu'on appelle un connecteur. Je prends l'exemple, Edouard, vous avez créé des connecteurs avec vos mopieurs,
et puis avec une application de gestion des moteurs, eh bien nous, le connecteur qu'on propose, donc dans le SDK, on propose des librairies logicielles de connecteurs qui contiennent notre SDK, c'est des petites librairies logicielles que vous allez intégrer dans chacun des softs ou dans vos connecteurs vers chacun des softs, vers chacune des applications. Et cette librairie logicielle, elle sait synchroniser des données avec le boss, donc des graphes de données, du jumeau numérique avec le boss, et elle sait aussi générer des événements, c'est-à-dire dès qu'une donnée est modifiée, ça génère un événement. Voilà, et on peut associer des process à cette gestion d'événements. Donc une donnée, par exemple, d'un capteur est modifiée, elle est remontée dans le boss, elle est renvoyée vers le connecteur avec la GMAO, ça génère un événement, et ensuite, on peut, dans ce connecteur, définir un processus d'analyse qui va dire, bon, cette alarme, elle remonte tout le temps, donc moi, je dois créer un ticket, donc je crée un ticket et j'envoie le ticket à la GMAO, et ensuite, en fonction des API de la GMAO, je vais avoir le droit non seulement de créer un ticket, mais de faire une autre action ou pas. Donc finalement, l'orchestration de processus, nous, elle est complètement intégrée à nos connecteurs. C'est natif dans les librairies logicielles, le connecteur qu'on fournit. Après, je suis capable d'orchestrer un processus sur un système tiers si l'API ou l'outil de connexion de ce système tiers me permet d'orchestrer ce processus. Donc pour tous les systèmes qui sont développés nativement sur le BOSS, soit par nous, soit par des SS2I qui développent dessus, soit par EDF, ils ont 2 développeurs à temps plein qui développent dessus. Eux peuvent développer des process qui sont complètement orchestrés par le BOSS natif. Alors, quel est le niveau de load exigé pour votre plateforme? Alors, le niveau de détail, il n'est pas forcément énorme. C'est-à-dire que 80% de nos clients aujourd'hui, c'était le cas d'EDF, avaient des bâtiments qui n'avaient pas de maquette BIM. Et on voulait quand même développer un système d'information bâtimentaire avec un jumeau numérique. Et au final, le jumeau numérique, la vision 3D était quand même importante. Donc, on a développé ce qu'on appelle un BIM-Lite avec un niveau de détail qui était assez faible. Voilà. Par contre, on peut avoir un niveau d'information plus important. Donc, on peut commencer avec un niveau de détail très faible dans lequel on va juste représenter, par exemple, les climatiseurs juste comme des parallélépipèdes. C'est pas très grave. Au moins, on a leur localisation et on peut leur associer toute l'information nécessaire. On peut venir leur associer des paramètres et des informations beaucoup plus riches. Donc, ce qui compte, c'est d'avoir une première représentation qui va permettre d'aider le service qu'on veut proposer. Donc là, on va avoir un travail en amont potentiellement avec la maîtrise d'ouvrage ou avec l'asset manager ou le propriétaire ou l'occupant, et il va nous définir quel est le service qu'il veut proposer. Et puis, on va faire un niveau de détail qui va être en relation avec ce service. Soit j'ai besoin d'un gros niveau de détail, soit j'ai pas besoin d'un gros niveau de détail. De toute façon, on va avoir un système de gestion multiversion qui fait que si demain je veux améliorer le niveau de détail sur cet équipement, je refais une nouvelle version de ma maquette, voilà, en essayant de garder les mêmes identifiants d'objets, et puis je prends en compte maintenant cette nouvelle maquette avec des meilleurs détails. L'idée, c'est on fait naître progressivement un jumeau numérique du bâtiment. On va pouvoir le faire évoluer au fur et à mesure des services. On n'est pas obligé de tout définir dès le début. C'est mieux quand on le fait, ça peut coûter moins cher aussi, mais si on ne le fait pas, c'est pas très grave. Voilà, c'est pas très grave. On peut améliorer le niveau de détail et le niveau d'information au fur et à mesure. Quelle garantie a-t-on si on décide de changer le boss Unicom de notre bâtiment? Alors, on est sur un système d'information avec des API complètement ouvertes. Quand vous voulez changer un système d'information par un autre système d'information, il faut faire une migration. Il faut faire une migration de système d'information, c'est-à-dire faire une migration de base de données. Nous, ce qu'on vous propose, c'est un système d'information avec des API et un SDK complètement ouvert. Ça veut dire que la personne qui a les droits de gestion, est capable de récupérer quasiment l'intégralité des données. Maintenant, si vous voulez migrer vers un autre système de gestion, il va falloir que cet autre système de gestion ait les mêmes compétences au minimum pour pouvoir reprendre toutes les données et que vous fassiez une migration de base de données. Donc ça, c'est de l'IT. On est plus sur j'ai un fichier, j'exporte un fichier, je le réimporte ailleurs. Ça, c'est bien pour tout ce qui est statique, mais c'est pas bien pour ce qui est dynamique. C'est pas bien pour un système d'information. Donc là, la garantie qu'on vous donne, c'est la même garantie que toutes celles qui existent dans tous les systèmes d'information, à savoir, nous, on a un système d'information ouvert, toutes les données sont réplicables. Ce qu'on vous proposera, c'est pas d'envisager ça uniquement à la fin. Si vous voulez vraiment répliquer toutes les données sur d'autres systèmes d'information, alors là, prévoyez-le à la base, et puis faites un connecteur avec une base de données, un data lake externe qui va stocker
toutes vos données. Et comme ça, votre migration, elle se fait au jour le jour et pas juste à la fin, une fois pour toutes, parce que sinon, c'est très difficilement gérable. Et ça se fait, une migration de système d'information, c'est les sociétés, ce sont des ESN, des SS2I qui sont compétentes pour ça. Et donc, nous, les SS2I, elles ont les compétences pour récupérer l'intégralité des données. Elles seraient les faire migrer vers un autre système d'information, mais il faut qu'il ait au minimum les mêmes compétences. Nous, chez nous, on gère vraiment des liens, des relations. Notre base, c'est une base de liens. Si vous essayez de migrer vers une base relationnelle type SQL, bon, déjà, vous allez perdre énormément de choses puisque les bases SQL ne sont pas compétentes ou capables de gérer les liens tels qu'une base orientée objet ou une base graph légère. Donc, si vous voulez migrer, il faudra que vous migriez vers des systèmes d'information type base de données sémantiques ou choses comme ça. Ça existe. On a toutes les API et même le SDK qu'il faut pour. Donc, la garantie, c'est qu'on a des API et des SDK complètement ouverts et qu'après, il vous faut par contre faire accompagner des gens compétents pour faire cette migration de base de données. Dans un projet typique de bâtiment intelligent, quelle est l'intensité de développement pour intégrer les applications GMAO, GTP, Room Booking, etc. avec le boss? Alors, quand on n'a rien, il faut faire du développement, donc développer des connecteurs entre systèmes. Première chose, on doit qualifier les différents systèmes existants. Est-ce que la GMAO installée a des API ouvertes et documentées? Donc là, on rentre complètement dans le cadre R2S. Nous, si vous respectez un cadre R2S avec des API ouvertes et documentées, on peut travailler. Si vous mettez des systèmes d'information qui n'ont pas d'API ouverte documentée ou de SDK, dans lequel on n'a pas accès à la donnée, on n'est pas magicien, on ne pourra pas faire grand-chose. Donc, première chose, on qualifie que les systèmes d'information déployés peuvent communiquer et qu'on peut communiquer des données. Souvent, les GMAO proposent des API, mais ce n'est pas des API complètes aussi. On va pouvoir communiquer pour créer des tickets ou pour récupérer les tickets. Par contre, créer automatiquement le référentiel dans la GMAO, ce n'est pas une API qui est forcément bien existante. Il faut essayer plutôt de générer un fichier Excel et puis de le transférer. Donc, pareil, il y a des API, il y a pas mal de données qui sont pas forcément, dans lesquelles il n'y a même pas d'API du tout, donc on va avoir une connexion partielle avec ce système d'information, mais on ne pourra pas échanger complètement l'ensemble des données. Donc l'idée d'abord, c'est la première étape, c'est on qualifie les systèmes existants. Objectif, si c'est R2S, pour nous, c'est beaucoup mieux. Ensuite, il va falloir développer le connecteur. Donc, je prends l'exemple de la GTB. Pourquoi est-ce qu'on a développé un connecteur BACnet IP? Parce qu'aujourd'hui, on va dire que quasiment 100% des GTB modernes arrivent et sont capables de fournir un connecteur en haut BACnet IP. Et si votre GTB n'en est pas capable, alors à ce moment-là, on va installer un middleware GTB au-dessus, donc une box ou une Dougate ou autre chose qui, elle, a cette compétence-là. Et au-dessus peut nous fournir du BACnet IP. Donc, au final, on sait qu'avec le BACnet IP, on a déjà un connecteur qui nous permet d'être compatible avec quasiment l'intégralité des GTB du marché. Et après, par contre, tout ce qui est connexion avec le room booking, connexion avec les IWMS, aujourd'hui, on le fait un petit peu au cas par cas parce que des IWMS ou des GMAO, il y en a plusieurs sur le marché. Là, on est en train de faire un connecteur avec la GMAO Mission. Mais demain, si on nous demande de faire un connecteur avec SAMFM ou avec Carl Software, bon, on ne les a pas encore aujourd'hui. Donc, on les fera sur un projet. Un connecteur, un petit connecteur, ça peut coûter 5 000 euros. Un gros connecteur, ça peut coûter 40 000 euros. Voilà. Je dirais qu'un connecteur de GMAO, c'est quand même pas un petit connecteur. On peut commencer petit, juste connecter les tickets avec des coûts à 10 000 euros, par exemple, 10-15 000 euros, et puis augmenter progressivement la taille du connecteur et les compétences du connecteur pour aller faire un couplage beaucoup plus important avec l'outil de GMAO. Donc, quand vous avez un projet, on va voir combien de systèmes vous voulez intégrer. Sur les systèmes intégrés, on va qualifier qu'ils sont intégrables. On va voir quels sont les connecteurs qu'on a déjà, ceux qu'on n'a pas. Un connecteur qu'on a déjà, c'est du paramétrage, c'est vendu sous licence. Un connecteur qu'on n'a pas, il va falloir le développer. Et le coût de développement est entre 5 000 et 40 000 euros en fonction de la typologie de la compétence de ce connecteur et de la complexité à se connecter. Ce qui veut dire que sur des gros projets, c'est des coûts qui sont complètement abordables. Sur des petits projets, effectivement, pour créer des connecteurs sur les petits projets, c'est un peu plus difficilement abordable. Physiquement, le boss, c'est quoi? HW, PC, Gateway, Software. Alors, le boss, concrètement, c'est du software. Le boss, c'est Windows, c'est iOS, c'est Android, c'est du soft. Par contre, il doit bien être déployé sur un hardware spécifique. Et comme là, on est en train de parler, quand on parle d'un OS de bâtiment, le bâtiment, c'est pas un PC. Le PC, c'est un système, le bâtiment, c'est un système de système.
Donc, quand on parle d'un BOS, on parle d'un OS de système, d'un OS de système distribué. Donc, au fait, le BOS, tel que nous, on le développe, en tout cas, c'est un système distribué, c'est-à-dire qu'en gros, il a un cœur de plateforme, mais il a aussi plein de composantes réparties, distribuées sur plein de PC. Et concrètement, ce software-là, on va l'installer sur des serveurs. C'est pas un petit serveur. Pour gérer un bâtiment de 20 000 m², on fait pas ça sur une box. Voilà. La box, c'est bien pour faire du transit. Une gateway, c'est bien pour faire du transit de données, mais pour stocker des données long terme, pour se coupler avec des systèmes d'analyse, pour gérer une base de données avec un vrai jumeau numérique qui peut atteindre plusieurs gigas, voire parfois dans des très très gros bâtiments très complexes, ça pourrait même atteindre plusieurs terras de données demain. Voilà, on se déploie sur des systèmes et donc sur des serveurs. Donc nous, par exemple, sur un bâtiment de 20 000 m², on va déployer le cœur, ce qu'on appelle le hub dans le BOS. Même le BOS est composé d'autres briques, hein, mais le Digital Twin Management System du BOS, on peut le déployer, on commence à le déployer sur un serveur qui a par exemple 64 Go de RAM. Et puis ensuite, plus on aura de données, plus on voudra garder un petit peu d'historique, plus on viendra complexifier tout ça. On pourra ensuite monter et puis le déployer sur des serveurs qui ont plus de compétences. On pourrait aller, il y a Bull par exemple qui développe un serveur qui s'appelle un serveur Bullion qui a 48 Tera de RAM sur base Linux. Voilà, on pourrait demain aller gérer un jumeau numérique de 48 Tera, de données grâce à ce type de technologie. Donc, le BOS, c'est du software, c'est vraiment une plateforme cœur logiciel et après on le déploie. Et on le déploie, nous, aujourd'hui, sur n'importe quelle plateforme, sur n'importe quel hardware serveur qui a du Linux. Ça peut être une machine virtuelle Linux ou ça peut être un Linux, en dur. On préfère quand même ne pas être sur une machine virtuelle directement dès qu'on gère des beaux bâtiments parce qu'il faut des performances, il faut plus de performances. Maintenant, on peut aussi se déployer dans le cloud sur une machine virtuelle. On peut même se déployer sur un Raspberry Pi. La seule contrainte, c'est qu'on va gérer un jumeau numérique qui aura 1 giga de RAM maxi, quoi. Il fera 1 giga maxi en taille. Donc, merci à vous. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions.